Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Loïc Hervé, bonjour, vous êtes sénateur UDI de Haute-Savoie. Vous êtes avec nous pour parler de cette loi sur la sécurisation de l'espace numérique et particulièrement du délit d'outrage en ligne. Vous êtes avec nous depuis la Haute-Savoie. Bonjour. Bonjour. Alors, dans la version finale, l'article souhaité par le Sénat sur le délit d'outrage en ligne passible d'une amende forfaitaire délictuelle de 300 € a été donc remis dans le texte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il en retourne ? D'abord, les principes de ce texte de loi. Ce que nous avons écrit au Sénat, nous l'avons écrit il y a maintenant près d'un an, oui. Et consiste à faire en sorte que nous puissions, sur un plan pénal, permettre de condamner ce qui est interdit dans l'espace public et de fait donne lieu à des poursuites, qu'on puisse le faire également sur l'espace qui est Internet et en particulier les réseaux sociaux. Je précise que l'amendement que j'ai écrit, qui a été voté au Sénat, qui a été repris par la commission mixte paritaire, qui a été adopté par l'Assemblée nationale définitivement et par le Sénat définitivement, c'est un amendement qui a été combattu par le gouvernement et qui a pour objectif de lutter contre quelque chose, et je pense que vos auditeurs y sont sensibles, qui est notamment la question du harcèlement en ligne et la question des insultes. En fait, il s'agit absolument pas de pénaliser la liberté d'expression. Je crois que toutes mes positions politiques ces dernières années en peuvent en témoigner. Il s'agit justement de permettre de prévenir et de lutter contre la haine en ligne, qui est un véritable fléau et qui a des victimes par dizaines de milliers chaque jour. C'est terrible. Et en fait, je suis un peu surpris par la polémique parce qu'en fait, elle n'est jamais arrivée. Elle n'est pas du tout arrivée au moment du débat parlementaire. Elle est arrivée après la commission mixte paritaire. Oui. Et je suis totalement serein sur la rédaction et sur la rédaction parce dans laquelle nous avons écrit ça. Justement, la rédaction, l'idée c'est que est puni d'amende ou d'un an d'emprisonnement le fait de diffuser en ligne tout contenu qui soit porte atteinte à la dignité d'une personne ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Il y a certaines associations de défense des libertés numériques, notamment la Quadrature du Net, qui pensent que c'est un délit flou qui va à l'encontre finalement de la loi de 1881. Alors, il faut dire les choses de manière très précise. La rédaction qui a été choisie, c'est la transposition au mot près de l'outrage sexiste et sexuel. Qui existe déjà. D'accord. Et donc, il n'y a pas de difficulté. Il faut bien vous dire que cet outrage en ligne, qui est un nouveau délit, il est assorti d'une amende forfaitaire délictuelle. Il faut bien voir le dispositif dans ces deux dimensions. Le délit lui-même qui permet d'intervenir et notamment de condamner ce qui se passe en ligne et de manière spécifique, et l'amende forfaitaire délictuelle qui va permettre à des officiers de police judiciaire de venir délivrer des amendes spécifiques sur ces infractions qui sont des infractions extrêmement répandues et extrêmement graves. Ça touche des personnalités publiques, mais ça touche aussi des personnes privées, et ça touche énormément de Français qui se plaignent. Moi, je suis parlementaire. Je suis là pour essayer de trouver des solutions à des réalités, à des difficultés rencontrées par nos compatriotes. Et celle-ci, je peux vous assurer que je suis saisi très régulièrement de ces difficultés, notamment par des parents. Mais justement, cette loi, donc vous dites, vous discutez depuis plus d'un an. En mai 2023, la défenseure des droits jugeait que cette amende forfaitaire délictuelle était un risque d'arbitraire avec des erreurs de qualification des faits possibles. Alors, vous parlez d'une période, elle parle, je pense, des autres amendes forfaitaires délictuelles, parce que en 2023, la question dont on parle aujourd'hui n'était même pas encore en discussion. Très bien. Donc, il y a aujourd'hui, en gros, une quarantaine ou une cinquantaine de délits pour lesquels il y a des amendes forfaitaires délictuelles. Oui. Le ministre de l'Intérieur voulait qu'on aille à 3 ou 4 000 infractions différentes puni par amende forfaitaire délictuelle. Donc, c'est beaucoup moins aujourd'hui dans le droit. Et, pardon de diverger avec Madame la défenseure des droits, d'ailleurs que la commission des lois du Sénat a auditionné cette semaine, eh bien, il n'y a pas de possibilité d'arbitraire, puisque l'amende forfaitaire délictuelle suppose la reconnaissance de l'infraction par l'auteur. C'est-à-dire que si vous êtes vous-même l'objet d'une contravention, l'officier de police judiciaire va devoir recueillir votre reconnaissance de l'infraction
pour pouvoir délivrer cette amende forfaitaire délictuelle. Et si ça n'est pas le cas, eh bien, il y aura une judiciarisation classique avec l'intervention du juge pénal, du parquet, etc. Donc, en fait, toutes les garanties sont là. Je dirais même qu'on a plus de garanties. Par contre, ce qu'on va avoir de plus, c'est la réactivité. Aujourd'hui, il faut plusieurs mois, voire plusieurs années pour obtenir une condamnation et le retrait de contenu. Là, on va pouvoir être sur une réactivité beaucoup plus rapide. Et encore une fois, la garantie des droits. Je suis un sénateur de centre droit, très engagé sur les libertés publiques, et j'ai siégé pendant 9 ans à la CNIL. C'est pas moi qui ai inventé un système complètement délirant et attentatoire aux libertés publiques. Ça n'est pas possible que je fasse ça. Et vous étiez d'ailleurs, il faut le rappeler, qui interviennent réellement. Ouais, et vous étiez contre le pass vaccinal à l'époque, hein, contre l'idée de ce pass vaccinal. Absolument. Oui. Je continue à être un grand défenseur des libertés publiques. Parce que, par contre, je pense que les libertés publiques sont atteintes par cette massification de la haine en ligne et le fait qu'en fait, sur Internet et sur les réseaux, on a un espace de non-droit. Aujourd'hui, là, en fait, on parle de liberté d'expression, mais en fait, c'est une liberté de calomnie permanente. Il n'y a pas d'intervention. Alors, évidemment, il y a les régulations des plateformes avec les conditions générales qui sont qui existent. Un certain nombre de contenus sont retirés par les différentes plateformes, mais là, on ne parle pas de ça. On parle du champ pénal et de la possibilité de sanctionner une infraction délictuelle, un délit, de manière extrêmement rapide et de manière raisonnable sur un plan de la peine, puisque c'est quelques centaines d'euros. Autre question importante, la question des propos tenus dans le cadre privé, dans le cadre de messagerie privée. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que là, on rentre pas dans un déni des droits fondamentaux? Non, ça n'est pas le cas. Et pourquoi? Parce que les messageries privées, on est censé tenir le champ des messageries privées. J'ai lu ça, je l'ai d'ailleurs dit dans mon intervention au Sénat au moment de l'adoption des conclusions de la commission mixte paritaire. À aucun moment nous avons envisagé d'aller sur le champ des messageries privées. Donc là, vous êtes sûr, jamais on pourrait attaquer. Je suis sûr que ça ne concerne pas le champ de la message des correspondances privées et donc des messageries privées. Donc là, WhatsApp, Messenger, Telegram, Signal, etc. Pour vos auditeurs, pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Oui, absolument. On a un auditeur en ligne avec nous, Philippe de Libourne, en Gironde. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour à votre invité. Alors, moi, j'aurais... Ce monsieur-là, ce sénateur, je crois, du coup, je voudrais lui poser la question suivante parce que je pense qu'il connaît pas du tout, il connaît mal le sujet et malheureusement. Je pense qu'il connaît bien le sujet, mais oui. Non, c'est ce qui caractérise ce gouvernement et ses alliés, c'est qu'ils parlent pour ne rien dire et ils font des choses qu'ils ne connaissent pas. Alors je vais te prendre un exemple tout concret, c'est-à-dire cette loi, elle va vraiment mettre en danger les diffuseurs d'alerte et pour la simple raison que par exemple quand quelqu'un se fait molester à droite, à gauche, on va prendre l'exemple dans un lycée ou je ne sais où. En fait, souvent, tout est mis sous le chapeau, pas de vague et tout. Et du coup, les affaires, elles sortent que parce qu'il y a des gens qui tournent des vidéos. Alors souvent, c'est les auteurs eux-mêmes. Alors ça, bon, on voit qu'ils sont tellement imbéciles qu'ils le font eux-mêmes. Mais beaucoup de fois, c'est des gens qui filment autour et qui trouvent ça qui trouvent ça pas normal et qui les mettent sur les réseaux. Alors bien sûr, ceux-là, ils vont se faire toquer par la loi, puisqu'ils vont avoir diffusé une vidéo dégradante, et donc du coup, on va pouvoir mettre... c'est normal, non, que s'ils diffusent une vidéo dégradante, ils soient condamnés pour ça. Oui, non, mais ils diffusent des vidéos dégradantes pour alerter, en fait. Parce que sinon, si on diffuse pas de vidéos sur les réseaux sociaux, ce gouvernement et ses alliés, ça leur met leur plus forte qualité, c'est de tout mettre sous le chapeau et de rien dire. Il se passe rien, tout va bien. C'est des sentiments de sécurité, des sentiments de tout. Okay. Donc, alors attendez, je voudrais juste finir un truc. Ça, c'est juste un petit exemple. Mais ce monsieur, en fait, il fait cette loi
Alors, bien sûr, il m'a pas convaincu du tout que c'est juste sur le harcèlement ou des délits sexuels, parce que tout le terme est tellement générique que tout va être mis dans cette phrase. Alors, ce monsieur, il est déjà dangereux avec sa majorité, mais malheureusement pour nous, il y a des gens beaucoup plus dangereux qui peuvent arriver au pouvoir et qui pourront se servir de cette loi à profusion. Je parle sûrement de l'extrême gauche et des juges, la cohorte de juges du syndicat de la magistrature qui ne ratera aucune occasion pour faire taire les opposants grâce à des lois comme ceci. Donc ce monsieur va rester peut-être dans l'histoire et malheureusement son nom restera collé honteusement à cette loi. Alors cette loi, elle n'est pas encore promulguée et on va en parler dans un instant. On va se retrouver et Loïc Hervé, le sénateur, va pouvoir vous répondre sur les risques pour les lanceurs d'alerte et le cadre politique de cette loi qui pourrait ouvrir le champ à d'autres majorités politiques. À tout de suite sur Sud Radio. On reprend notre entretien avec le sénateur Loïc Hervé pour parler de la loi Sren et du délit d'outrage en ligne. À tout de suite. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve avec notre invité, le sénateur Loïc Hervé, sénateur UDI de Haute-Savoie, pour parler de la loi de sécurisation de l'espace numérique et de ce délit d'outrage en ligne. Alors, à l'instant, Philippe, notre auditeur, vous posait la question, monsieur le sénateur, du risque pour les lanceurs d'alerte qui seraient censurés par cette loi, et puis aussi du risque d'utilisation politique de cette loi pour une censure, finalement, de partis politiques ou de paroles politiques. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ce serait possible? Ou est-ce que la loi est si bien écrite que ça ne risque pas d'arriver? Et d'abord sur l'exemple pris par votre auditeur en parlant des lanceurs d'alerte et des vidéos qui sont reprises. Bon, pardon de le dire, mais c'est pas cette loi-là qui l'interdirait, c'est déjà interdit en réalité. Un certain nombre de contenus ne sont pas légaux, et leur rediffusion n'est pas légale, quand bien même on serait un lanceur d'alerte. Donc faut attention entre les intentions et le fait que le champ pénal est déjà en partie couvert par des interdictions. Je rappelle que le principe quand même, et la protection constitutionnelle, c'est la liberté d'expression. Donc ce qui est interdit est limité, volontairement limité à des choses qui, notamment, créent un dommage à autrui ou qui créent un dommage à la société. Et donc, ni les lanceurs d'alerte, ni les opinions politiques n'ont vocation à être couvertes par ce texte, pas plus qu'elles ne le sont par d'autres textes. Donc, il s'agit bien de punir ce qui est déjà puni dans l'espace, dans la vie réelle, et qui constitue un certain nombre d'infractions délictuelles. Donc, évidemment, les officiers de police judiciaire, d'une part, comme les juges, d'autre part, seront tout à fait à même de qualifier les choses pour se rendre compte de manière... Quand ce sera aisément constatable, ça pourra être fait par un officier de police judiciaire. Si ça l'est moins, ça le sera de manière judiciaire. Mais encore une fois, on doit, sur ces sujets-là, apporter des solutions à nos concitoyens. Et moi, je pense surtout aux victimes. Parce que on parle beaucoup de ceux qui publient des contenus, de savoir si lanceurs d'alerte, opinion politique, etc. Mais c'est important, énormément de victimes dans notre pays dont on parle très peu. Votre auditeur, il se positionne pas du tout du côté de la victime. Bah si, puisque les lanceurs d'alerte sont là pour dénoncer ce qui est arrivé aux victimes. Les lanceurs d'alerte, on les a déjà protégés par la loi. Ouais. Y a quand même on a déjà légiféré sur les lanceurs d'alerte. Et je rappelle à votre auditeur qui m'accuse de macronisme, de gouvernement, je sais pas quoi. Je rappelle à votre auditeur que le gouvernement était contre cet amendement. Il l'a dit et redit, et donc c'est un amendement qui vient du Sénat, qui a été très largement voté au Sénat, au sein de la commission spéciale et en séance, et que c'est un amendement que j'ai eu de très nombreuses reprises l'occasion d'expliquer, notamment dans nos travaux parlementaires il y a quelques mois maintenant, et que sa robustesse juridique a été éprouvée. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Non, et le Conseil constitutionnel va passer dessus. Mais juridique et protecteur des libertés publiques. On l'espère, mais il y a quand même beaucoup qui se passe en ce moment sur le côté de la liberté de parole et sur les réseaux sociaux notamment. L'Arcom va aussi embaucher des signaleurs de confiance qui seront là pour dire qui dit les choses qui sont en dehors du cadre de la loi, etc. Est-ce que là, on risque pas de créer une milice privée du web, en plus des lois qui peuvent changer, pas des lois de les États, mais des règlements de la communauté des plateformes? Est-ce que là, c'est pas une usine
usine à gaz qui est en train de se mettre en place pour contraindre encore davantage la parole publique? Non, je crois que l'ARCOM a montré dans ses différents avis ces dernières années, c'est une autorité administrative indépendante extrêmement sérieuse, d'ailleurs tellement sérieuse qu'on lui a confié la question notamment de la vérification de l'âge pour l'accès au contenu pornographique. C'est la grande avancée de ce texte de loi sur cette dimension d'accès des mineurs et notamment des enfants à la pornographie. Chaque fois, et Roch-Olivier Maistre, chaque fois qu'il prend la parole, montre que cette autorité-là, comme la CNIL d'ailleurs, sont des autorités qui défendent les libertés publiques plutôt qu'elles ne les atteignent. Donc je ne crois pas du tout à la constitution d'une milice, même si nous avons déjà dans les services de police et de gendarmerie des cyberpatrouilleurs qui font tout un tas de signalements, qui sont d'ailleurs trop peu nombreux face à l'ampleur de la tâche. Et bien sûr qu'on aura toujours un débat sur telle ou telle publication qui pourra être interprétée d'une manière ou d'une autre. Mais de manière massive, on voit bien que la plupart des injures et des outrages en ligne ne sont pas aujourd'hui combattus et condamnés. Donc, il s'agit là d'apporter des garanties à ceux de nos concitoyens qui sont l'objet parfois de campagnes de dizaines, de centaines de messages. Et des garanties aussi de la liberté de parole, qui ne rentrent pas dans le cadre de la loi, comme vous le dites. Alors on a... je serai le premier à la défendre, vous savez. C'est quelque chose d'important, y compris dans notre société. On espère. Alors Julien de Créteil souhaitait réagir également. Bonjour Julien. Bonjour Alexis, bonjour à votre invité. Écoutez, moi j'écoute avec attention ce qui se dit. Très franchement, quand vous parlez des signaleurs de confiance, moi qui vais régulièrement en Chine, ça me fait pas vraiment... plaisir et ça me rassure pas vraiment, faut être tout à fait sincère. Quant aux lanceurs d'alerte, c'est la même chose, il y a quand même des risques de dérive. Il faut pas se raconter d'histoire aujourd'hui quand le régime Macron, parce que faut quand même nommer les choses, vous dit, je vous jure, il y a 2 ans, il y aura pas de passe sanitaire, moi j'ai tendance à ne pas les croire. Quand ils vous disent quelque chose, ils font exactement l'inverse. C'est comme ça, on peut être d'accord ou pas d'accord avec Macron, c'est un fait, moi je regarde les faits, et depuis qu'il est aux manettes, depuis 2017, dans tous les domaines quasiment, c'est catastrophique. Alors pourquoi lui faire confiance aujourd'hui sur ces mesures qui sont quand même, il faut pas se raconter d'histoire, on a aujourd'hui un paysage audiovisuel français qui est complètement verrouillé, bâillonné pour effectivement plutôt servir le pouvoir en place et comme l'extrême centre, faut quand même dire les choses, ne maîtrise pas les réseaux sociaux, il faut mettre un coup effectivement de vis pour verrouiller l'opposition. Moi j'ai juste envie de quand même dire une chose, ces risques de brigade des réseaux sociaux effectivement, c'est quand même un danger à la liberté d'expression et des lanceurs d'alerte. Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, d'ailleurs, vous l'avez dit, monsieur Roch-Olivier Maistre, pour ce qui est de l'ARCOM, je suis désolé, ne fait pas respecter l'équité des temps de parole de certains partis politiques. Je pense notamment à l'APR de François Asselineau. On est à 3 mois des campagnes des européennes et vous avez des partis politiques comme l'UPR qui ne sont jamais invités dans les médias. Est-ce que dans une démocratie, on voit ça? Moi, déjà, rien que de ce point de vue-là, ça me paraît quand même très inquiétant. S'il y avait une équité, une véritable équité, je vous dirais pourquoi pas, ne soyons pas fermés. Mais là, on est très loin de ce modèle parfait. Merci Julien. On va donner la parole à notre invité, le sénateur Loïc Hervé. Est-ce que vous entendez quand même cette inquiétude sur le risque de censure politique, notamment, on voit la contrainte qui s'abat sur les réseaux sociaux, dernier espace de liberté en quelque sorte face à des médias qui globalement décident de qui a la parole? Écoutez, je viens de répondre à l'instant à une invitation de Sud Radio. J'ai pas l'impression que ce soit la radio qui promeuve les thèses du président de la République de manière générale. Je sais que vous invitez tout un tas de personnes qui sont d'opinions différentes. Je rappelle à votre auditeur que cet amendement, je le redis une 3e fois, mais ça va mieux. C'est la pédagogie et l'art de la répétition. Cet amendement a été adopté contre l'avis du gouvernement. Absolument. Donc, encore une fois, imputer au président de la République des choses qu'il n'a pas proposées et me dire à moi qui fait voter ça et qu'il ait écrit que c'est inspiré par je ne sais quelle option politique d'extrême centre ou je ne sais quoi, mais enfin, c'est pas sérieux. C'est faire offense d'ailleurs au travail. Des sénateurs. La question c'est est-ce que vous sur ces questions-là, est-ce que vous prenez quand même la mesure du risque politique général sur la manière dont les différentes sensibilités politiques s'expriment dans l'espace audiovisuel français soumis à l'ARCOM, c'est-à-dire essentiellement la télévision et la radio. Bon, on pourra avoir un débat, mais plus documenté que ce type de discussion
que je vais qualifier d'informel parce que ça demanderait qu'on aille regarder les chiffres. Je ne connais pas Monsieur Asselineau, je ne connais pas son parti, je le connais de nom, mais voilà, je ne sais pas le temps de parole dont ils ont disposé. Ouais. Donc vous voyez, c'est quand même, on peut pas parler de ça à la cantonade en considérant que c'est une généralité. Non, mais justement, il y aurait un problème. Là, le temps de parole est terminé. Merci, Monsieur Le Kervé, mais c'est une bonne idée pour un rapport sénatorial, peut-être, de voir la réelle indépendance des médias, le temps de parole des politiques, et puis cette question quand même de la liberté de parole en ligne qui inquiète de nombreux concitoyens. Il faut la prendre en considération. Merci d'avoir été notre invité, Loïc Hervé, sénateur UDI de Haute-Savoie, pour parler de ce délit d'outrage en ligne. Dans un instant, c'est la culture dans tous ses états avec Céline Alonso et André Berkoff. Ils reçoivent Raphaël Baquet et Samuel Blumenfeld à 13h qui vont parler de la chute de Gérard Depardieu. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.